静岡大学コルベイスティーブです。本日フランス語で発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Ákos Webowski, un Québécois d'origine hongroise, écrit dans Rhapsodie québécoise, un récit autobiographique de sa jeunesse. Le Canada était le seul endroit sur la planète où parler français n'avait rien de prestigieux. Ce jeune immigrant s'interroge sur les raisons qui poussent sa famille et ses camarades de classe à rejeter une culture qui l'attire et une langue qui devrait avoir un statut international. Durant mon intervention, je vais tenter d'expliquer cette anomalie à partir d'une mise en contexte historique de l'enseignement du français et de la transmission de la culture québécoise à partir des années 60. Je m'intéresse principalement au concept d'interculturalisme qui apparaît au Québec durant la même période. Même s'il n'existe pas de politique interculturelle officielle au Québec, plusieurs politiciens, fonctionnaires et intellectuels québécois utilisent ce terme afin de parler de la gestion des différences culturelles et de l'enseignement du français aux immigrants non francophones. Après une mise en contexte historique, je vais expliquer la notion d'interculturalisme telle que définie par Gérard Bouchard. Finalement, je vais expliquer les problèmes et les limites d'une politique interculturelle dans le contexte québécois. L'émergence de l'interculturalisme au Québec coïncide avec une période de changement sociopolitique durant les années 60, communément appelée la Révolution tranquille. Jusqu'à la fin des années 50, les Québécois francophones, malgré leur majorité démographique, sont en position d'infériorité économique et politique vis-à-vis de la minorité anglophone. Par ailleurs, la population francophone est influencée par le conservatisme d'une élite cléricale qui limite son épanouissement pour des raisons culturelles et morales. Les intellectuels des années 60 voudront faire table rase et oublier cette période d'avant la Révolution tranquille, appelée abusivement la Grande Noirceur. Un conte intitulé « Une abominable feuille d'érable sur la glace » ou « Le chandail de hockey » représente habilement la grande noirceur, le sentiment d'infériorité des francophones, ainsi que le pouvoir du clergé. Vous pouvez le regarder gratuitement au site de l'Office national du film. La Révolution tranquille transforme graduellement la société québécoise. Les francophones acquièrent une plus grande importance économique et sociale. Le français est reconnu comme la langue officielle de la province en 1974. Les francophones s'urbanisent, le système d'éducation devient laïque. Malgré une série de changements positifs, la modernisation du Québec s'accompagne de problèmes sociaux inévitables. Une crise de valeurs, une augmentation du taux de suicide, une augmentation du taux de divorce et une baisse soudaine du taux de natalité. Certains intellectuels québécois essaient de combler le vide engendré par l'effacement du clergé et la perte d'un esprit de communauté. La réponse de ces intellectuels est le nationalisme ou le patriotisme sans la dimension religieuse. Malgré un sentiment nationalisme fort chez plusieurs Québécois francophones, cette idéologie n'a jamais pu remplacer complètement l'esprit communautarisme passé. Il a fait peu de gains chez les non-francophones. Depuis quelques années, la souveraineté du Québec intéresse de moins en moins de jeunes. Cette tendance s'accentue depuis la défaite référendaire de 1995. Il faut dire que la Révolution tranquille ou la modernisation du Québec correspond aussi avec l'avènement du capitalisme tardif, voir Frédéric Jameson, et de la mondialisation-globalisation. Cette idéologie entre directement en concurrence avec le nationalisme prôné par plusieurs intellectuels québécois. Comme l'écrit Pierre Vadeboncoeur, le capitalisme, au moment de son développement, nous a trouvés dans cet esprit de ténacité passive et de volonté paisible de durer dans des conditions adverses, comme des canards sous la pluie. Comme d'autres sociétés, le capitalisme devient rapidement l'idéologie dominante au détriment des autres systèmes de valeurs. La mondialisation-globalisation marginalise les cultures locales. D'ailleurs, les représentants de la culture québécoise francophone à l'étranger ont essentiellement adopté des modèles américains. On n'a qu'à penser à Céline Dion ou au Cirque du Soleil. Par ailleurs, à partir des années 60, le Québec, en raison de la croissance économique et de la baisse du taux de natalité, ouvre ses portes à l'immigration. Ce changement a un impact direct sur la définition de la société, la culture, la littérature. On pense à la littérature migrante et l'éducation.
Pour reprendre Gérard Bouchard, la société québécoise qui a été fondée sur un discours dualiste, les Canadiens français versus les Canadiens anglais, ce discours ignore trop souvent les Amérindiens et la communauté juive, se voit confronté au pluriculturalisme. À la lumière de l'émancipation des Québécois francophones et de l'arrivée des immigrants, il faut repenser le modèle québécois. Au même moment, le gouvernement du Canada met en place son système de la gestion de la diversité, le multiculturalisme. Il existe déjà plusieurs critiques du multiculturalisme. En japonais, on n'a qu'à penser à Nishikawa Nagao. Au Québec, cette critique s'articule autour d'une opposition au nivellement des cultures associée au multiculturalisme canadien. On ignore la spécificité québécoise. Et d'une opposition au Premier ministre canadien de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, le père du Premier ministre actuel. Les élites québécoises cherchent un nouveau modèle de la gestion de la diversité. L'interculturalisme, un modèle intermédiaire entre le multiculturalisme et le républicanisme français, s'impose. Même s'il existe plusieurs définitions de l'interculturalisme québécois, celle de Gérard Bouchard domine. J'ai résumé brièvement quelques aspects de l'interculturalisme québécois selon Gérard Bouchard. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, lire la PowerPoint. Cette conception de l'interculturalisme est d'une part descriptive. Elle est fondée sur l'évolution historique des rapports entre la majorité francophone et les autres minorités, ainsi que sur les différents discours sur l'interculturalisme qui l'ont précédé. D'autre part, elle est prescriptive, au sens où il reste encore plusieurs aspects de l'interculturalisme qui ne sont pas complètement acceptés par l'ensemble des Québécois. On pense entre autres à la laïcité ouverte. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Donc, pour Gérard Bouchard, même si l'interculturalisme est un dialogue entre les cultures, la culture de la majorité, celle des Québécois francophones, doit avoir un statut particulier, être mise en avant, voire même protégée. La culture québécoise francophone est majoritaire au Québec, mais minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. À la lecture du livre de Gérard Bouchard et des autres défenseurs de l'interculturalisme québécois, on voit apparaître un premier problème. La définition de la culture québécoise francophone. Gérard Bouchard évite de la définir clairement. On doit la transmettre, mais personne ne sait ce qu'il faut exactement enseigner aux jeunes Québécois ou aux émigrants. On revient toujours à la même idée. La compréhension de la culture québécoise passe par la maîtrise du français. Pour cette raison, l'école française est obligatoire pour les francophones et les allophones. Hormis quelques exceptions, tous les Québécois doivent étudier en français jusqu'à la fin du lycée. Le gouvernement du Québec subventionne de nombreux cours de francisation pour les immigrants. Dans certains cas, un immigrant adulte peut avoir une année de cours à temps plein, du lundi au vendredi, subventionnés par le gouvernement. Les cours aux adultes ne sont pas obligatoires et la maîtrise du français n'a aucune incidence sur l'obtention de la résidence permanente ou de la citoyenneté. Il est par contre très difficile d'obtenir un emploi sans maîtriser le français. Toutefois, les résultats de la francisation sont pour le moins mitigés. Selon une étude récente au titre évocateur, le Québec rate sa cible. Le nombre d'heures de cours est insuffisant. Certains immigrants ayant complété tous les cours à temps complet offerts par le ministère de l'Immigration n'ont pas atteint un niveau qui leur permet de fonctionner en français. Plus de 20 000 immigrants, soit 20% de l'ensemble de la population immigrée du Québec, ne parlent toujours pas le français en 2011. Le nombre d'heures d'enseignement n'est peut-être pas suffisant, d'autant plus qu'il y a une augmentation du nombre d'immigrants ayant comme langue maternelle des langues lointaines du français, par exemple les immigrants chinois. Évidemment, les apprenants de langue latine maîtrisent le français beaucoup plus rapidement. Les méthodes d'enseignement peuvent aussi être remises en cause. Les programmes d'immigration linguistique favorisent une approche communicative inspirée par Stephen Krashen et ses successeurs qui sont proches d'une philosophie interculturelle. D'ailleurs, les manuels employés sont conçus au Québec. Ce choix est justifié par deux raisons. Premièrement, il est important d'inclure des expressions et des mots de vocabulaire propres au Québec. Ensuite, les méthodes françaises sont considérées comme étant encore ancrées dans une approche grammaticale basée sur des dialogues.
Dans le cas des apprenants de langue latine, une approche naturelle à la Kracherne est très efficace. Cependant, les groupes linguistiques éloignés auraient parfois besoin d'apprendre de façon plus formelle les bases de la grammaire et la traduction pourrait, dans certains cas, être utilisée. Par ailleurs, contrairement à la France, le français est en concurrence avec une autre langue, l'anglais. Il est possible de vivre en anglais au Québec, surtout à Montréal. 86% des immigrants habitent dans la métropole, sans maîtriser le français. Les Montréalais dont la langue maternelle est le français forment la moitié de la population. Pour plusieurs immigrants, le Québec n'est pas le point de départ. Certains rêvent de trouver un travail dans une autre province canadienne ou tout simplement d'immigrer aux États-Unis. Le taux de rétention est d'environ 70%, mais il est beaucoup plus bas chez les non-francophones. De plus, en raison du contexte sociopolitique, les Québécois francophones ont souvent été dans une position d'infériorité. Les Français québécois n'étaient pas bien perçus autant au Canada qu'à l'étranger, le français québécois. Ils n'avaient pas la même valeur que le français de France. Ce manque de confiance est une des causes de la difficulté à transmettre une culture proprement québécoise. En fait, même si Gérard Bouchard ne le dit pas directement, la culture québécoise pourrait être définie par l'interculturalisme. En d'autres mots, la culture québécoise ne pourrait pas être définie parce qu'elle est imminemment interculturelle. Gérard Bouchard explique la société interculturelle de cette façon. Ah non, je ne l'ai pas. Attendez. Cette culture commune est en mouvement constant au gré des débats publics et de la vie interculturelle. Ces contenus se prêtent mal à une définition précise de l'ordre de l'inventaire, hormis ceux qui sont inscrits dans les lois et dans la charte. Fin de la citation. Donc selon lui, la culture québécoise interculturelle, toujours en mouvement, ne peut pas être circonscrite. On ne peut s'empêcher alors de penser à la définition de Zygmunt Bauman de la modernité fluide. Je lis. What was some time ago dubbed erroneously postmodernity and what I've chosen to call more to the point liquid modernity is the growing conviction that change is the only permanence and uncertainty the only certainty. 100 years ago, to be modern meant to chase the final state of perfection. Now it means an infinity of improvement with no final state in sight and none desired. Le climat socio-politico-économique qui a vu naître l'interculturalisme et l'idéologie québécoise qui l'accompagne peut être source de problèmes. Donc, l'interculturalisme est une construction née dans un contexte historique précis. On peut dire que l'interculturalisme s'apprend. L'interculturalisme est une valeur culturelle en soi. Cette culture est intimement liée à une époque, la postmodernité ou la modernité liquide, qui favorise le changement continuel, l'absence de toute finalité. Cependant, comme on peut le voir en regardant l'évolution sociale du Québec, il existe deux problèmes majeurs à l'implantation d'une idéologie interculturelle. Premièrement, plusieurs groupes de Québécois francophones s'opposent à cette fluidité. On voit de plus en plus de gens ou de groupes de pression qui s'expriment sur des tribunes, les journaux, la télé et surtout la commission Bouchard-Taylor, leur crainte face à l'augmentation des immigrants et des changements sociaux qui accompagnent une société interculturelle. On parle souvent au Québec de la crise des accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, je vais l'expliquer, sont des modifications mineures apportées à certaines règles ou certaines pratiques par les instances gouvernementales ou les entreprises afin de respecter la culture ou les croyances religieuses de certaines minorités. Parmi les exemples les plus controversés, offrir des menus respectant les pratiques religieuses dans les cafétérias, permettre le port du hijab ou du kirpan à l'école, offrir des plages horaires réservées aux femmes dans les piscines. Malheureusement, les critiques des accommodements raisonnables avaient parfois une dimension raciste indéniable. Toutefois, l'angoisse du changement, la perte de repères, le désir d'un ancrage solide qui s'oppose à la modernité liquide qui semble sous-tendre l'interculturalisme est selon moi compréhensible. Les Québécois francophones ne veulent pas que la culture soit définie essentiellement par son interculturalité. On peut poser la question autrement et se demander, est-ce que la condition d'existence d'une culture est d'entrer en relation avec d'autres cultures ? Par ailleurs, la relation difficile de la majorité francophone avec l'Église catholique a engendré une pensée laïque, dans certains cas un athéisme militant chez plusieurs Québécois. Pour cette raison, les nouvelles croyances religieuses ne peuvent pas trouver leur place dans la société québécoise.
Bien sûr, il serait souhaitable que la société québécoise se réconcilie avec le catholicisme. De plus, il faudrait encourager une meilleure compréhension de l'islam. Toutefois, cela ne devrait pas être confondu avec la transmission de la culture. Il semble donc y avoir un problème. Comme je l'ai déjà expliqué, la francisation des immigrants est onéreuse. Pour des raisons budgétaires, le gouvernement du Québec privilégie les immigrants issus de la francophonie, surtout de l'Afrique du Nord, où il y a une forte concentration de musulmans. Dans le Québec Ratsassib, on suggère que le moyen le plus efficace de freiner le déclin du groupe francophone est d'agir sur la composition des flux migratoires en sélectionnant davantage d'immigrants de langue latine ou qui sont issus de la francophonie internationale. Même si les immigrants d'Afrique du Nord sont proches des Québécois francophones sur le plan linguistique, ils sont perçus, souvent à tort, comme étant très loin sur le plan culturel. Le modèle de Gérard Bouchard est donc imparfait du point de vue de certains Québécois. Deuxièmement, il existe certaines personnes, des Québécois de naissance comme des nouveaux arrivants, qui ne veulent pas participer à cette modernité sociale basée sur la fluidité. Comme je l'ai mentionné, l'interculturalisme est une valeur culturelle qui s'enseigne et s'apprend. Elle ne va pas de soi. Elle entre parfois en conflit avec d'autres modèles d'interaction entre les cultures. Enfin, afin d'établir un dialogue interculturel, il est évidemment nécessaire d'avoir un interlocuteur coopératif. L'interculturalisme est né dans le cadre du capitalisme tardif. Pour cette raison, il emprunte certains de ses aspects controversés. Une trop grande fluidité et une perte d'identité, premièrement. Deuxièmement, l'interculturalisme québécois est lié à l'immigration qui n'avait pas pour l'essentiel un objectif humanitaire ou culturel, mais plutôt un objectif économique. Il faut donc s'affranchir de cet objectif économique et confronter les différences culturelles, s'éloigner de la surface folklorique et de la découverte culinaire afin de confronter des visions du monde, dans certains cas, diamétralement opposées et de trouver de véritables sources d'enrichissement. Le besoin de la main-d'œuvre ou la quête du profit ne devrait pas être le moteur de l'interculturalisme, même si l'idéologie capitaliste en est le fondement. La finalité de l'éducation culturelle dans le monde est avant tout économique, comme en témoignent les nombreux livres sur l'interculturalisme. Toutefois, une prise de conscience de cette réalité peut nous permettre de la dépasser. L'accueil de nombreux réfugiés syriens par le gouvernement canadien et québécois est un geste humanitaire remarquable, mais il doit être accompagné d'une éducation interculturelle qui permet une véritable rencontre entre deux cultures et une véritable intégration, non pas une assimilation, de ces nouveaux arrivants. Oui, ça va. Donc, ご清聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。